notamment des odeurs florales. Puis il y a autre chose, il n'y a pas seulement la conception du corps, il y a la bourgeoisie qui prend de plus en plus d'importance. Et la bourgeoisie se défie des odeurs de cour, qui sont précisément des odeurs musquées. En plus, la bourgeoisie n'aime pas ces parfums qui s'évaporent, qui, en d'autres termes, le fruit du travail s'évapore puisque les parfums sont coûteux, et on mettra en avant des saveurs dites plus naturelles. Oui, et puis il y a aussi l'invention de l'eau de Cologne qui va parvenir par l'intermédiaire de pharmaciens de Santa Maria Novella, partis du côté de Cologne jusqu'à toutes les cours et même à la ville, donc européenne au milieu du 18e et à la fin du 18e jusqu'au 19e siècle. Et cette eau de Cologne va changer profondément les choses parce qu'on va trouver un nouveau vocabulaire, pourrait-on dire, pour parler des parfums. Je lisais dans votre livre Odeurs et parfums en Occident, Brigitte Munier, je lisais les familles que l'on utilise aujourd'hui, les familles de parfums, les fougères, les hespéridés, les floraux, les boisés, les chypres, les orientaux, ou encore d'autres comme les cuirs, les ambrés, les fruités, les épicés. Mais tout cela, c'est extrêmement récent. Bien sûr. Ça n'a que même pas un siècle pour certaines de ces familles. Les chypres portent le nom, dites-vous, en référence au parfum très connu de François Coty, qui a été créé en 1917, c'est-à-dire il y a un siècle. Donc, d'une certaine façon, on sait très bien que François Coty avait en tête d'autres parfums qu'il avait pu sentir, mais néanmoins, ces familles que l'on utilise quand on va dans une parfumerie aujourd'hui sont des familles qui ont été synthétisées ou mises en norme, pourrait-on dire, de façon très récente au XXe siècle. Oui, tout à fait. Enfin, c'est l'effet de la parfumerie alcoolique qui date de la fin de la parfumerie de synthèse, excusez-moi, qui date de la fin du XVIIIe siècle. Et par exemple, fougère, vous évoquiez les fougères, c'est une famille de parfums qui ne renvoie pas véritablement à la fougère de jardin ou fougère des bois. C'est Paul Parquet qui a composé Fougère royale pour Houbigant. Et il a dit, si les fougères sentaient quelque chose, elles sentiraient Fougère royale. En fait, c'est un mélange de géranium, de coumarine, de bergamote et de mousse de chêne. En fait, ça m'étonne un peu d'ailleurs parce que quand on froisse des fougères dans les mains, l'odeur est absolument délicieuse. En tout cas, l'odeur de Fougère royale n'a rien à voir avec les fougères. Oui, c'est ce que disait Jacques Guerlain, un des descendants du fondateur de la famille Guerlain. Un parfum réussi, c'est celui dont l'odeur correspond à un rêve initial. C'est-à-dire que, de compte fait, on se fiche un peu de ce qu'est l'odeur réelle qu'on est en train de sentir, mais il faut que cela corresponde au rêve de celui qui l'a créé. Et donc, s'il a pensé qu'il faisait une odeur de fougère, eh bien, il fait une odeur de fougère et tout le monde appelle ça désormais fougère. C'est cela? Oui, c'est toujours une odeur de rêve, c'est toujours une odeur d'âme. Mais vous évoquiez l'eau de Cologne. Bon, là, effectivement, c'est peut-être aussi une descendante de l'Aqua Mirabilis, de l'eau de la reine de Hongrie, enfin un alcoolat à base de romarin. Mais la différence aussi, c'est que cette fameuse eau de Cologne dont Napoléon usait beaucoup, puisqu'il achetait de l'eau de Cologne rue du Faubourg Saint-Honoré, eau de Cologne produite par un descendant de Jean-Marie Farina. Qui était un des inventeurs. Voilà, tout à fait. Enfin, auparavant, à Cologne, justement. Et il achetait ça dans des flacons dits clissés, enfin des flacons allongés qu'il pouvait mettre dans ses bottes. Et il en consommait 60 par mois. C'est quand même énorme. Mais il en avalait. C'est-à-dire que le parfum avait une vertu thérapeutique et l'a gardé pendant très longtemps. Donc, il s'en servait comme sambon, si je puis dire, comme cordial. Il s'en servait en friction. Pourtant, lui-même a promulgué une loi selon laquelle il fallait distinguer l'usage thérapeutique, l'usage pharmaceutique de l'usage hédonique. Alors, on a parlé au tout début, on en reparlera en fin de semaine, jeudi, dans notre émission conclusive de cette série, de la question du sacré et de la religion. Et vous dites, en analysant la façon dont les publicitaires, les concepteurs de parfums du XXe et du début du XXIe siècle procèdent, vous dites, Brigitte Munier, qu'en fait, on suggère souvent le sacré pour les parfums modernes. C'est-à-dire qu'on ferait le pont vers l'Antiquité ou vers la période chrétienne, où là aussi les parfums et les encens sont extrêmement utilisés pour pouvoir parler à Dieu et pour pouvoir parler de Dieu. On ferait le pont pour pouvoir justement dire que ce que l'on porte dans une époque déchristianisée ou éloignée de la religion, eh bien, dit quelque chose du sacré.
Pour moi, oui, tout à fait. Si vous regardez une publicité qui a couvert les murs de Paris à une époque pour Organza Givenchy, on voyait un flacon avec la forme d'un corps féminin habillé d'une sorte de robe plissée en verre dépoli. Et il y avait à côté une femme vêtue d'une tunique plissée, comme s'il y avait isomorphisme entre le flacon et la femme déclinée finalement sans la chair, puisqu'elle n'est femme parfum, elle est remplie de parfum. Et en dessous était inscrit quelque chose en moi d'immortel. Je trouvais ça significatif parce que tout le monde a reçu cette publicité sans s'étonner. Et effectivement, la vocation du parfum, à mon sens, c'est de transfigurer l'organique, d'aller au-delà de la vie physiologique. En effet, à l'origine, l'homme ne dit pas « je suis fini », c'est une notion philosophique, mais il dit « je pue ». Par opposition aux dieux qui sentent bon. Et à l'époque d'Homère, quand tout d'un coup Callias se trouvait à côté d'un autre personnage et embaumait, c'était pas Callias, c'était un dieu qui avait pris la forme de Callias. Donc les dieux sentent bon parce qu'ils n'ont pas de vie digestive. Vous l'avez évoqué précédemment, ils ne se nourrissent pas de substances matérielles, mais simplement de parfums, d'ambroisie, de nectar, etc. C'est pourquoi ils embaument. Ils ont bien une vie érotique, mais ils n'ont pas de vie physiologique. Et cette idée de sacralité, de divinité a perduré, puisqu'on retrouve ce vocabulaire appliqué à des personnes saintes, par exemple dans la Bible, dans le judaïsme, la reine Esther, et puis le Christ qui s'offre en odeur agréable. Quant à l'odeur de sainteté, on l'explique par le fait que un corps qui embaume est un corps dont l'âme était tellement pure qu'elle a entraîné la chair corruptible dans son processus de sanctification. Donc en plus, quand on respire l'odeur de violette, dit-on, du corps mort en odeur de sainteté, on respire la sanctification et donc la grâce de Dieu. Alors il y a tout de même quelque chose qui rompt avec cette vision, vous êtes sociologue, c'est qu'il y a aussi de la sociologie ou du social dans l'odeur. Vous rappelez comment Simmel, qui est un des fondateurs de la sociologie, dit que la question sociale est aussi une question de nez. Ouais, c'est-à-dire que effectivement, on n'aime pas l'ennemi. On sait depuis un livre d'il y a une dizaine d'années qu'il y avait une odeur de l'ennemi qui était supposée représenter l'allemand pendant la Première Guerre mondiale. Tout à fait. Mais on n'aime pas non plus celui qui n'appartient pas à sa classe sociale. On le sent pas. On peut pas le sentir. Oui, effectivement. Mais quand écrit Simmel, la puanteur ambiante est effectivement assez grande. Et Alain Corbin dit que l'usage du stéthoscope a été inventé non pas tellement à des fins d'hygiène, mais pour éloigner l'oreille du médecin de la poitrine suante et puante du malade. Effectivement, à partir du moment où on a commencé à désodoriser la ville, les maisons, les pièces, à ce moment-là, il y a eu l'infamante odeur du pauvre, dans la mesure où le riche, qui effectivement, au XIXe siècle, commençait à vivre dans des quartiers désodorisés, dans de beaux appartements, avec des amorces de dispositifs d'hygiène, le riche ne pouvait pas comprendre comment le pauvre pouvait à ce point se complaire dans ses propres puanteurs. Le pauvre manquait d'accès à l'eau, manquait d'accès à tout ce qui lui aurait permis finalement de chasser l'odeur, mais dans la mesure où il était responsable des miasmes qu'il imposait aux riches, lui communiquant même ainsi des maladies, la mauvaise odeur était immorale. Merci, on peut avoir intérêt à vous lire, en l'occurrence Brigitte Munier, pour continuer cette discussion. Odeur et parfum en Occident, qui fait l'ange, fait la bête, c'est paru aux éditions du Félin, et je vous propose d'écouter un extrait du documentaire qui passera demain, une balade au musée Cernuschi, où vient de commencer la culture de l'encens au temps des empereurs. Ça s'appelle Parfum de Chine, une exposition fort intéressante dont nous parlent Séverine Yattard et Séverine Cassard. C'est dans l'émission de demain. Au début de ce parcours, il y a une série de brûle-parfums en forme de coupe, et l'un d'entre eux est particulièrement séduisant du point de vue visuel. C'est un brûle-parfum qui a un pied en forme de dragon. Il est en bronze, mais il est aussi doré et fait rare. Cette dorure est particulièrement bien conservée. Alors cette forme de coupe, elle évoque tout d'abord le fait que ces objets, ils émergent déjà d'une longue histoire
qui est une histoire rituelle des Zhou au premier millénaire. Alors les Han reprennent, ils héritent de cette forme de coupe, ils l'adaptent. Elle s'accompagne désormais d'un couvercle de forme tronconique et d'un couvercle aussi ajouré. Mais nous avons aussi autour de ces objets quelque chose de très très important, c'est qu'on voit progressivement leur couvercle qui prend la forme d'une montagne. Et pas n'importe quelle montagne, c'est la forme d'une montagne qui renvoie au séjour des immortels, une sorte de paradis en miniature, un microcosme dans lequel évoluent non seulement ces petites silhouettes qui sont les silhouettes des immortels, mais aussi un riche bestiaire dans lequel on retrouve des tigres et toutes sortes d'animaux. Alors là, c'est vraiment quelque chose de très intéressant puisqu'on voit que finalement, ce brûle-parfum, il s'inscrit complètement dans la pensée taoïste de l'au-delà sous les Han, une période où on recherche précisément à prolonger sa vie. Et on sait que ces paradis, les empereurs des Han se mettront très sérieusement à la recherche de leur localisation géographique dans le monde, notamment en lançant des expéditions maritimes. Voilà, nous changerons donc d'espace géographique. Après avoir parlé de l'Occident aujourd'hui, eh bien demain nous parlerons des parfums de Chine à l'occasion de cette exposition qui vient d'ouvrir au musée Cernouchi à Paris. Donc parfums de Chine, la culture de l'encens au temps des empereurs. Mercredi nous parlerons du métier de parfumeur et jeudi de la question de la relation entre religion et odeur. Vous avez été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux à la série d'émissions sur la viande. N'hésitez pas à nous écrire, donc également sur notre adresse email fabrique@radiofrance.com, fabrique@radiofrance.com, ou encore à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook